Alors imaginez un peu le tableau. On est à la fin du 19e siècle. L'avion, ça n'existe même pas. Les voitures sont encore une curiosité. Exactement. Et pourtant, à ce moment-là, dans un petit village russe, il y a un enseignant, Un peu isolé, isolé et presque sourd en plus. oui, qui travaille complètement seul et qui, sur son bureau, dessine déjà des fusées à plusieurs étages, imagine la vie en apesanteur et il calcule même comment faire pousser des plantes en orbite. C'est une pensée qui donne le vertige parce qu'il partait littéralement de zéro. Il n'avait aucun modèle. C'est ça qui est fou. Aujourd'hui, on se plonge dans une série de textes de ce visionnaire, Konstantin Tsiolkovsky, qu'on appelle souvent le père de l'astronautique. Aux sources, ce sont ces manuscrits, des articles, des réflexions rédigées entre 1880 et les années 30. Et notre mission, c'est de comprendre comment un homme, avec si peu, a pu non seulement résoudre les maths du voyage spatial, mais aussi en définir le sens pour l'humanité. Ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il faut vraiment oublier l'image de l'académicien, du scientifique en laboratoire. Tsiolkovsky, c'est un autodidacte. Un penseur solitaire. Oui. Et pourtant, ses tout premiers écrits comme L'espace libre en 1883 posent déjà les bases de tout. Absolument tout. La dynamique des fusées, la survie en microgravité, comment piloter un engin dans le vide. Il a vu bien au-delà de la simple machine. Pour lui, c'était une nouvelle étape pour l'espèce humaine. Alors, commençons par le début. Le problème le plus simple et le plus compliqué à la fois. Oui, Comment on bouge dans le vide? Il n'y a rien sur quoi s'appuyer, pas d'air, rien. C'est un vrai casse-tête. c'est la question fondamentale. Et la réponse de Tsiolkovsky, elle est d'une élégance incroyable. Il s'appuie sur le mouvement par réaction. La troisième loi de Newton. C'est ça. Pour toute action, une réaction égale et opposée. Donc, si j'éjecte une masse, disons des gaz, très vite vers l'arrière, par réaction, ça me pousse vers l'avant. C'est ça l'idée. Le principe est aussi simple que ça. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il a méthodiquement écarté les autres options. À l'époque, l'idée la plus populaire, c'était celle de Jules Verne. Ah, le fameux canon géant pour tirer une capsule vers la Lune. Exactement. On pourrait se dire que c'est plus simple. Une grosse explosion et hop, c'est parti. Qu'est-ce qui n'allait pas là-dedans pour lui? Ce qui n'allait pas, c'était la survie. Il s'est posé la question que Verne avait un peu éludée. Qu'est-ce qui arrive aux passagers? D'accord. Et ces calculs étaient sans appel. L'accélération dans le canon serait si brutale, si instantanée, que n'importe quel objet à l'intérieur deviendrait, et je cite, 1001 fois plus lourd. 1000 fois plus lourd. C'est C'est inimaginable. ça. Une telle force, ça transforme un être humain en bouillie et ça pulvérise n'importe quel instrument. Donc, il a écarté le canon pour une raison très humaine, en fait. Et c'est là qu'il s'est tourné vers la fusée. La seule solution pour une accélération progressive. Et donc survivable. Survivable, voilà. Et il ne s'est pas arrêté au principe. Il a tout mis en chiffres avec sa fameuse équation de la fusée. On va pas faire un cours de maths. Mais en gros, qu'est-ce qu'elle nous dit? En gros, elle relie trois choses. La vitesse finale de la fusée, la vitesse d'éjection des gaz et surtout le rapport entre la masse au décollage avec tout le carburant. Et la masse à la fin quand tout est vide. Voilà. Et cette équation, elle est impitoyable. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pour atteindre des vitesses très élevées, la vitesse orbitale par exemple, il n'y a que deux solutions. Soit vos gaz sont éjectés à une vitesse absolument folle, soit votre fusée est presque entièrement constituée de carburant. D'accord, donc une toute petite charge utile, tout en haut d'un réservoir gigantesque. C'est ça. C'est la loi de fer qui dicte toute l'ingénierie spatiale depuis un siècle. Et ça, il l'a compris tout seul. Cette équation a dû avoir des conséquences directes sur la machine qu'il imaginait. Justement, elle ressemblait à quoi, sa fusée? Ces croquis sont assez incroyables. On voit un véhicule allongé en forme d'obus pour fendre l'air au début. Et pour le carburant, il fait un choix qui est juste visionnaire. Hydrogène et oxygène liquide. C'est le même mélange que la navette spatiale ou les fusées Ariane. Comment il a eu cette idée? Par pure logique. Pour avoir la plus grande vitesse d'éjection, il faut la réaction chimique la plus énergétique possible. Et ce sont les éléments les plus légers qui libèrent le plus d'énergie. D'accord. Et ces schémas de moteur sont stupéfiants. On y voit la chambre de combustion, la tuyère en forme de cloche pour que les gaz accélèrent en se détendant. C'est le design de base de n'importe quel moteur fusée actuel. Mais même avec ce super moteur, son équation lui disait qu'une seule fusée, ça n'irait jamais assez loin. La masse de carburant était trop énorme. Exactement. Et c'est là qu'intervient son autre idée de génie, ce qu'il a appelé les trains de fusée cosmiques. Les trains de fusée cosmiques. J'adore le nom, c'est presque poétique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement le principe de la fusée à étages. D'accord. Au lieu d'une seule énorme fusée, on en empile plusieurs. La première fonctionne, se vide,
et hop, on la largue. La fusée devient instantanément plus légère. Voilà. Et le deuxième étage s'allume en profitant de la vitesse déjà acquise. C'est la seule façon de se débarrasser de la masse morte, des réservoirs vides au fur et à mesure. Logique implacable. Donc, il a la propulsion, il a l'architecture, mais comment on dirige ce truc? Surtout dans le vide, il n'y a pas d'aileron qui fonctionne. Il y a énormément réfléchi. Sa première idée, c'était d'utiliser des gouvernes en graphite, une matière très résistante à la chaleur, et de les placer. Directement dans le jet de gaz du moteur. C'est ça. En les inclinant, on dévie le jet, et par réaction, on oriente la fusée. C'est une technique qu'on utilise encore. Et sa deuxième idée? Encore plus folle pour l'époque. Les gyroscopes. Des disques très lourds qui tournent à toute vitesse à l'intérieur de la fusée. Par effet gyroscopique, ça stabilise l'engin, comme une colonne vertébrale invisible. C'est le principe des roues de réaction des satellites. Tout à fait. Il a aussi pensé à la température. Il a expliqué qu'on pouvait peindre un côté en noir pour absorber la chaleur du soleil, l'autre en blanc pour la réfléchir, et qu'il suffisait de faire tourner l'engin pour se réchauffer ou se refroidir. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'était pas qu'un théoricien. Il essayait de tester ses idées, avec les moyens du bord. Oui, et c'est ce qui le rend si crédible. En 1897, par exemple, il voulait étudier l'aérodynamisme. Il n'avait pas de labo, alors il a construit lui-même l'une des premières souffleries de Russie. Dans sa grange, c'est ça. C'est dans sa grange. Un tunnel en bois, un ventilateur, et il testait des petites maquettes en papier et en carton pour mesurer la résistance de l'air. C'était un visionnaire, mais aussi un sacré bricoleur. Bon, la machine est incroyablement bien pensée, mais j'ai du mal à imaginer ce que ça fait d'être à l'intérieur. Ces textes décrivent cette expérience et ça commence de façon assez brutale. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne se contente pas des chiffres, il essaie de ressentir. Il y a un passage qui m'a marqué où il décrit le décollage. Il dit « 4 poux de mon poids se sont transformés en 40 poux. Je suis projeté au sol, gravement blessé et peut-être même tué. Le poud, c'est une vieille unité russe, environ 16 kilos. Donc, il imagine son poids multiplié par 10, une force écrasante. » C'est ça. Et face à ça, il propose une solution qui est... De la pure science-fiction pour l'époque. Il suggère d'immerger l'astronaute dans un caisson rempli de liquide. Attends, dans un liquide incompressible pour survivre à l'accélération. Comment ça marche? Son raisonnement est brillant. Un liquide est incompressible, si ton corps est entouré de liquide de même densité, la pression s'applique partout de manière uniforme. Le liquide soutient chaque organe, il les empêche d'être écrasés les uns contre les autres. C'est le principe du liquide amniotique pour un fœtus. Exactement, une protection parfaite contre les chocs. C'est sidérant. Et après cette épreuve, les moteurs se coupent, et là, c'est l'entrée dans un nouveau monde sensoriel. Il le décrit avec une précision folle, le bruit assourdissant des moteurs, et puis d'un coup, le silence absolu. Et le corps qui ne pèse plus rien. Plus rien, on flotte, les notions de haut et de bas disparaissent complètement. Et la vue depuis le hublot, il décrit un truc très bizarre, que la Terre n'apparaît pas comme une boule, mais comme un plat concave, comme si on était au fond d'un bol géant. C'est un effet de perspective que les premiers astronautes ont confirmé. L'horizon est si large et si lointain qu'il semble s'enrouler autour de soi. Il a aussi prédit que le ciel serait noir d'encre et que les étoiles, vues sans atmosphère, ne scintilleraient plus. Des points de lumière fixes, intenses. Voilà. Il a décrit l'expérience d'un astronaute avant même que le mot existe. Mais il ne voyait pas ça comme une simple sortie. Il pensait à s'installer là-haut. Comment on respire, comment on mange, à long terme. Et c'est là qu'on touche au cœur de sa vision. Pour lui, la clé, c'était de recréer un mini-écosystème. Il a imaginé des serres orbitales. Des serres dans l'espace. Oui, de grandes structures vitrées. Il a même calculé qu'un mètre carré de feuilles de plantes, bien éclairées par le soleil, pouvait produire assez d'oxygène pour une personne. Les plantes recyclent le CO2, les déchets, et en retour, elles donnent de l'air et de la nourriture. Un cycle fermé, parfait. C'est le support de vie en boucle fermée. La NASA travaille là-dessus aujourd'hui pour les missions vers Mars. Il y pensait en 1911, et il a aussi anticipé un autre problème majeur, les effets de l'apesanteur sur le corps. Et pour ça aussi, il avait une solution. La gravité artificielle. La gravité artificielle, générée par la rotation. Il a dessiné d'immenses stations spatiales en forme d'anneaux qui tourneraient sur elles-mêmes. La force centrifuge plaquerait les habitants contre la paroi, simulant la gravité. L'image qu'on voit dans tous les films de science-fiction, de 2001 à aujourd'hui. L'idée originale, elle vient de lui. Mais au fond, pourquoi? Pourquoi tout cet effort? Quel était son but ultime?
Pour lui, ce n'était pas une aventure, c'était un impératif de survie. Il parlait des calamités qui attendent la Terre. C'est-à-dire, Le refroidissement du Soleil, un impact d'astéroïdes. Pour lui, l'humanité, sur une seule planète, était incroyablement vulnérable. C'était comme un enfant qui ne quitte jamais son berceau. ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ensemble. Exactement. Et au-delà de la survie, il y avait l'énergie. Il voyait le système solaire comme un réservoir d'énergie infini, celui du Soleil, dont la Terre ne capte qu'une toute petite partie. C'est une vision d'une ampleur vertigineuse. Et cette façon de penser se retrouve même dans ses autres travaux, pas seulement pour l'espace. Tout à fait. Pour bien comprendre le personnage, il faut parler de son projet de train à grande vitesse de 1927. Il a imaginé un train sans roues. Sans roue. Ouais. Qui léviterait sur un coussin d'air dans un tube pour annuler toute friction. Et ce train serait propulsé par des moteurs à réaction. C'est le principe de l'aérotrain ou de l'hyperloop aujourd'hui? Précisément, ça montre que son obsession, c'était de vaincre la gravité et la friction, que ce soit sur Terre ou dans l'espace. Quand on met tout ça bout à bout, quel héritage il nous laisse? L'héritage d'un homme qui savait qu'il n'était qu'un maillon de la chaîne. Il était conscient qu'il ne verrait jamais ses idées se réaliser. Il le disait lui-même. Oui, il a écrit une phrase très touchante. « J'espère que mes études apporteront à la société des montagnes de céréales et une puissance sans limite. » Il se voyait comme celui qui pose les fondations. Il disait s'occuper de la théorie, du pourquoi, et que d'autres viendraient après pour le comment, pour l'ingénierie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ça. Il a fourni le cadre théorique et peut-être, plus important, le cadre philosophique. Il a donné un sens au voyage spatial avant même que la première fusée ne décolle. Tous les pionniers qui ont suivi, de Goddard à Van Braun, tous les programmes spatiaux, de Sputnik à Artemis, ont marché dans ses pas. C'est une histoire assez incroyable. Pour résumer, du principe de réaction dans le vide, aux fusées à étages, de la survie en apesanteur, jusqu'à cette vision d'une humanité cosmique, Tsiolkovsky a tout posé sur le papier avec une clarté folle, presque un siècle avant que ça devienne une réalité. Et pour finir, il nous laisse une question, une analogie puissante. Il comparait l'humanité aux créatures aquatiques. D'accord. Il disait « La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne peut pas vivre dans son berceau pour toujours. » Tout comme ces créatures ont dû un jour sortir de l'océan, il voyait notre sortie de l'atmosphère comme une étape évolutive inévitable. Donc la question qui nous pose, c'est... C'est si la conquête de l'air a transformé la créature terrestre en créature de l'air, est-ce que la conquête de l'espace est la prochaine étape qui nous transformera en ce qu'il appelait des citoyens de l'éther?